le 8 novembre prochain sortira en librairie la traduction française du livre The Knowledge Seeker, Embracing Indigenous Spirituality, écrite par Blair Stonechild, paru en 2016 aux éditions de l'Université Regina Press de Saskatchewan. Le titre de cet essai en français est « Celui qui cherche à savoir, s'ouvrir à la spiritualité autochtone ». Ce sont les éditions Hashtag de Montréal qui ont fait possible sa traduction, dont je me suis occupée depuis 2018, traduction que je qualifierais de véritable chantier qui a réuni autour du texte des artisans précieux. Direction éditoriale, plusieurs réviseurs, graphistes, direction littéraire. Je leur remercie par cette voie aussi pour l'immense et minutieux travail réalisé sur ce texte de grande complexité. Un grand merci aussi à la directrice de la maison Hashtag de Montréal, Felicia Miali, qui a piloté la production de cet ouvrage avec le même professionnalisme et sérieux qui la caractérise. J'aimerais débuter par dire quelques mots sur l'auteur. Alexander Blair Stonechild est professeur d'études autochtones à l'Université de Premières Nations du Canada à Regina, en Saskatchewan. Il est membre Crissolto de la Première Nation Muskopetu. C'est un érudit. Autant sur la scène reconnue du savoir dans la société, qui est la scène universitaire, que sur celle du savoir traditionnel autochtone. Dans ma correspondance avec lui, lors de cette laborieuse traduction où j'ai pris soin de vérifier les concepts à traduire, où je voulais aussi comprendre en profondeur certains des aspects, notamment mythiques, rituels, qui m'intéressaient, Blair Stonechild m'a impressionné par son ouverture d'esprit, par sa résilience et par sa détermination de faire savoir l'histoire que renferme ce livre. À travers ce texte, l'auteur raconte une histoire qui est mise en abîme à plusieurs niveaux. Il s'agit de l'histoire de l'auteur qui reflète et se reflète dans l'histoire de sa nation et à un degré supérieur dans l'histoire des Premières Nations du Canada. Ce livre est un essai. De point de vue générique, c'est un essai socio-historico-politico-anthropologique. Mais de point de vue de la production, ce livre est un essai de découverte et de compréhension du rapport individuel-collectif dans lequel tout être humain est engagé. Ce livre se lit facilement comme se lit l'histoire d'une vie, celle de l'auteur que nous suivons depuis sa tendre enfance jusqu'aux années de maturité en forgeant sa carrière. Il nous entraîne aussi ainsi sur un long chemin parsemé par de grandes difficultés rencontrées notamment dans les démarches d'ouverture des collèges et de l'Université de Premières Nations. En 1976, Blair Stonechild est devenu le premier membre du corps enseignant de l'Université de Premières Nations, où il a été aussi doyen des études et directeur général du développement. Et tout au long de cette histoire personnelle, nous relisons en filigrane l'histoire des Premières Nations à un degré beaucoup plus complexe. L'histoire des traités, l'affaire des pensionnats indiens, la colonisation, la décolonisation de la spiritualité autochtone, la transmission du savoir par les aînés hors cadre institutionnel ou au sein même d'une institution, la compréhension de la vie, de la mort, de l'esprit, de l'âme, du monde matériel, du monde immatériel, la roue des incarnations, les valeurs spirituelles réfléchies en valeurs morales communautaires. Voilà, ce sont quelques aspects fondamentaux qui se trouvent tissés dans ce livre. Je dis tissé parce que ce texte est comme un tapis et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi avec le graphiste cette image sur la couverture. Il n'y a pas un seul fil, il y en a plusieurs. Plus précisément, 9. Les 9 chapitres, chacun
avec sa couleur et dimension, mais qui forment tous ensemble un dessin unique, harmonieux et parfait. Alors, dans le premier chapitre, l'auteur présente son enfance, notamment son expérience au pensionnat indien Qu'Appelle en Saskatchewan, ainsi que ses premières années d'études universitaires réalisées à l'Université McGill ici à Montréal. Le deuxième chapitre décrit son implication dans la création des institutions postsecondaires contrôlées par les Premières Nations, le Collège Manitou ou le Collège indien fédéré de Saskatchewan, transformé ultérieurement en Université de Premières Nations. Les 3 chapitres suivants traitent des 3 principaux aspects de la philosophie et l'approche spirituelle des Premières Nations. Premièrement, le grand principe, la raison pour laquelle nous sommes venus sur la Terre. La deuxième, la grande loi qui vise les relations saines et respectueuses entre les êtres humains et entre les humains et tout autre être créé sur la Terre. Et troisième, la guérison, les méthodes traditionnelles autochtones de guérison individuelle et collective. On arrive ainsi au 6e fil dans ce tapis, ou le 6e chapitre, qui vise l'entendement de la spiritualité autochtone dans toute démarche de réévaluation du passé, un aspect que les historiens et les anthropologues n'intègrent pas trop, par exemple dans leurs écrits. Le 7e fil de cet ouvrage, du tapis, du 7e chapitre, déroule l'importance de tirer des raisons des événements de la vie. Pour l'auteur, c'était le cas de la création d'une nouvelle université, l'Université des Premières Nations, les difficultés rencontrées au niveau personnel et au niveau collectif. Le 8e fil ou chapitre nous conduit à la volonté de l'auteur de trouver un point d'intersection entre la tradition autochtone et les recherches contemporaines visant la conscience humaine, la métaphysique, la transcendance, l'âme et l'esprit comme catégorie d'expérience et de création. Tout cela comme réflexion importante que l'auteur enclenche suite aux épreuves de vie qu'il traverse. Nous y lisons la description des rituels et des procédés dont nous sommes peu familiers, car pas trop décrits dans le cadre d'un livre. Les aînés tiennent à ce que leur tradition demeure vivante, personnalisée et non pas figée dans des écrits. Mais pour ce livre, l'auteur a travaillé en parfait accord avec les aînés qui reconnaissent l'importance de faire connaître certains aspects profonds liés à leur tradition dans le monde tel qu'il est arrivé aujourd'hui. Le 9e fil ou chapitre présente l'avantage du savoir traditionnel spirituel lorsqu'il est appliqué dans différents domaines de notre vie moderne. Et l'auteur parle de l'éducation, de la guérison, la psychologie, le travail social ou la justice. Pourquoi j'ai entamé, moi, une telle entreprise de traduction? La première de cette envergure pour moi, un travail que j'ai réalisé après mon activité professionnelle lors de longues soirées solitaires en retraite devant mon ordinateur. Assurément, car j'avais besoin de faire un exercice important qui est celui de la distance. Une distance imposée d'abord par les langues, 4 en l'occurrence, mais aussi une distance imposée par une altérité qui n'est pas uniquement d'ordre matériel, visible, le texte écrit, mais aussi immatériel, invisible, le bagage rituel, mythique, spirituel qui s'y trouve emmagasiné. Je me rappelle la première correspondance avec l'auteur où je lui ai parlé de cette traduction, du pourquoi, de mon choix, de mon profil, de mon origine. Et nous avons aussi convenu que la distance à laquelle je me trouve assurerait probablement l'objectivité de cette entreprise. Plus d'une fois, j'ai eu à traiter avec des mots composés autochtones qui avaient besoin de plusieurs mots pour être traduits en anglais et presque d'une phrase pour être traduit en français.
S'il est vrai que la langue, en plus de sa fonction communicative, véhicule une identité et une philosophie de vie, on peut se demander ce que nous apprenons d'une telle expérience. En observatrice de moi-même, engagée dans ce processus depuis ma propre langue à moi, la quatrième, j'ai tenté de manier l'altérité comme un véritable art de la distance, qui implique la proximité, mais de manière très particulière. De plus, j'ai eu à gérer une langue comme réceptacle et diffuseur d'un système d'existence modelé par la spiritualité autochtone. Il est question dans cet essai d'un monde invisible aussi réel pour les autochtones que le monde matériel. Comment faire accueillir ce monde invisible par les esprits cartésiens rationnels d'un lectorat occidental contemporain? Et puis, une fois que l'on marche dans ce monde invisible des autochtones, que faut-il retenir de l'essence de la vie humaine sur Terre, du rapport entre l'esprit, l'âme et le corps? Comment se perpétue-t-il dans la mémoire des Premières Nations et comment le percevons-nous au XXIe siècle? Voici quelques questions qui ont alimenté ma démarche et qui m'ont permis de me positionner et de m'interposer entre tant d'instances. Le monde autochtone, mon propre monde à moi, et finalement le monde des lecteurs francophones auquel on a voulu rendre accessible le savoir renfermé dans cet ouvrage. Pour clore, je vais lire un extrait qui m'a particulièrement touchée lorsque je l'ai traduit. Il est tiré du premier chapitre qui s'appelle « Vouloir savoir », chapitre où l'auteur raconte le début de sa vie au pensionnat indien. Je l'ai choisi pour 3 raisons, cet extrait. Premièrement, car il restitue bien l'art de raconter et ce qui fait de cet essai un texte très agréable et accessible à lire. Ensuite, parce qu'il réunit dans une scène naïve, enfantine, deux plans, l'imaginaire et le réel. Et finalement, car il dégage la force d'un perpétuel renouveau qui ne peut s'enclencher qu'une fois avoir fait la paix avec le passé et avec les mémoires. Le pensionnat indien. À l'âge de 6 ans, je me suis soudain retrouvée à l'intérieur de la clôture entourant la cour de récréation du pensionnat indien Capel, en larmes, car ma mère Lucie et mon beau-père Lou étaient partis, me laissant commencer mon séjour dans l'imposante école de briques rouges de la petite ville de Lébré, dans le sud de Saskatchewan. Le bâtiment de l'école s'élevait sur 4 étages, ce qui lui donnait l'apparence indubitable d'une institution. Des gentils camarades sont venus me chercher pour jouer avec moi. Jouer avec d'autres garçons fut un des points lumineux de la vie à Capel. Un de nos passe-temps préférés était de jouer aux cowboys et aux Indiens, pour imiter ce que nous voyons à la télévision. Des westerns avec des cowboys et des Indiens étaient constamment diffusés à la fin des années 1950. Les Indiens attaquaient toujours vainement, tandis que les cowboys les combattaient héroïquement. Nous aimions particulièrement Lone Ranger, parce qu'il avait un acolyte indien, Tonto. Mais tous les enfants indiens voulaient être des cowboys. Nous pouvions facilement appuyer sur la détente du pistolet imaginaire et regarder ceux qui incarnaient les Indiens s'envoler de leur faux poney et tomber sur la terre crasseuse. Après un certain temps, les Indiens en avaient marre de toujours mourir et exigeaient de devenir eux aussi des cowboys. Cet exemple illustre le manque de compréhension dans lequel nous nous trouvions face à notre passé. Celui qui cherche à savoir s'ouvrir à la spiritualité autochtone par Blair Stonechild, paru en traduction française aux éditions Hashtag de Montréal, sera en librairie le 8 novembre 2021
Il peut être aussi acquis directement sur le site des éditions Hashtag en format papier ou PDF à l'adresse du site web qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Bonne lecture.